Salam alaikum. Nous avons parlé assez longuement la dernière fois de la fraternité musulmane créée en 1907 à Paris par un groupe d'intellectuels musulmans, parmi lesquels un certain Mahmoud Salem, sur lequel on ne connaît pas grand-chose. On sait qu'il était un juriste égyptien qui avait étudié le droit à Paris et qui était revenu en France, où il faisait partie des musulmans pratiquants, instruits et très francophiles, qui croyaient à une symbiose franco-musulmane, puisque c'est eux qui désignaient la France comme Dawla al-Habiba, la nation amie par excellence. Et ce titre, malgré la colonisation, malgré ce qui était reproché à la France, on lui collait ce titre élogieux auquel n'a eu droit aucune puissance européenne, surtout pas l'Angleterre, ni l'Allemagne, bien que l'Allemagne n'ait pas eu de colonie, très peu. Donc la France, il y avait une exception française dans les relations avec l'islam, qui remonte à ce qu'on nous a dit, ce qu'on a dit la dernière fois, à partir de François Ier, Henri IV, Napoléon Ier, Napoléon III. Et ils ont tous pris des initiatives dans le sens du rapprochement entre la France et les pays musulmans, surtout quand la France était en conflit avec tous ses voisins européens. C'est vers le sud et vers les pays musulmans qu'elle se tournait pour des alliances destinées à changer le rapport de force. Il y a eu évidemment la colonisation, les conquêtes, qui est à l'origine de reproches adressés à la France coloniale, mais cette élite continuait à distinguer entre la France historique, celle des rois, celle du principe de 89, l'université des droits de l'homme, et la France coloniale, de la conquête, des massacres, des confiscations. Les musulmans distinguaient entre ces deux Frances depuis cette période-là. Et Mahmoud Salem faisait partie de cette élite qui croyait pouvoir consolider les relations entre les deux entités en informant l'opinion française, et c'est pour ça qu'il a créé la fraternité musulmane. Les statuts sont déposés à la Bibliothèque nationale. D'habitude, on dépose les statuts à la préfecture. Alors lui, il a déposé les statuts à la préfecture, mais le manifeste, il l'a déposé à la Bibliothèque nationale, où il indique les objectifs de cette association atypique qui n'a pas d'équivalent. Mais on ne connaissait rien sur lui, puisque c'est Christian Cherfis qui a présidé pendant longtemps, le contiste islamisé dont on a parlé l'autre fois. Alors, à Mahmoud Salem, on retrouve ses traces en 1926 dans un livre écrit par un Français islamophile. Donc il y avait les musulmans francophiles et les Français islamophiles qui collaboraient pour le rapprochement. Donc il a donné cette longue interview qui permet de connaître ce qu'il pensait à l'époque de l'actualité, dans un livre publié par un certain Eugène Jung, J-U-N-G. Jung, ça veut dire jeune en alsacien, comme en allemand. Et il s'est rapproché d'Eugène Jung après la Première Guerre mondiale, qui a déçu tout ce courant qui s'est dispersé. Puisqu'il y a eu les accords Sykes-Picot, la répartition des dépouilles de l'Empire ottoman entre les puissances, la déclaration de Balfour, tout ça a déçu un francophile comme Mahmoud Salem, et il s'est rapproché d'un grand militant, un grand intellectuel, Eugène Jung, qui écrivait pratiquement un livre tous les ans. Alors Eugène Jung était en Cochinchine, comme on disait à l'époque, en Indochine,
où il était vice-résident. C'est-à-dire, là, il aurait pu devenir le résident général, peut-être même ministre de l'Intérieur. Et il était un haut fonctionnaire modèle jusqu'en 1905, où il rentrait en vacances dans un paquebot de l'Indochine en France. Et le bateau a fait escale dans les pays du Golfe, dans la région de Masqat aujourd'hui. Et donc les passagers sont restés 2 ou 3 jours, ils ont découvert, ils ont fait un peu de tourisme. Et lui, il était fasciné par cette escale, les paysages, les quelques personnes qu'il a croisées. Et c'est à partir de là qu'il décide de démissionner de son poste, malgré toutes les possibilités de promotion qu'il avait. Et il écrit un livre en 1906 intitulé les puissances européennes et le monde arabe, et avec comme sous-titre la crise de demain. Et il a prévu, à l'époque le monde arabe était dans le calme plat, complètement en dehors de l'histoire, mais il a dit les prochaines crises, ça va être dans ces pays-là, qui donnent l'impression de somnoler. Et il s'est consacré à l'étude du monde arabe. Il commence par le monde arabe, parce qu'il a rencontré des intellectuels arabes chrétiens, comme Najib Azouri, qui est l'auteur d'un livre célèbre appelé Le Réveil, Yaqadat al-Arab. Donc c'était des nationalistes arabes qui étaient persécutés par les walis ottomans. Et Najib Azouri était venu à Paris, il a soutenu une thèse, il a publié son livre, et il est devenu le collaborateur de Eugène Young, où ils ont lancé plusieurs journaux, dont l'un s'appelait L'Indépendance arabe, d'autres journaux encore, jusqu'à ce qu'ait lieu ce qu'on appelait la révolte arabe de 1916. C'est quand le shérif de la Mecque s'est proclamé calife contre le calife ottoman. Le calife ottoman était du côté allemand et l'autre était du côté des Alliés, et notamment des Britanniques. Et celui qui a écrit plus rapidement possible, plus que les profs de la Sorbonne, un livre très bien informé sur ce qu'on appelait la révolte arabe, c'est pas un universitaire, c'est Eugène Young. Et il consacrera un 2e volume par la suite pour compléter. Et ces livres étaient traduits immédiatement en anglais. Les Britanniques, qui connaissaient très bien la question d'Orient, ont vu que c'était quelqu'un de très bien informé et qui recommandait à la France une autre politique. Et son leitmotiv, c'était la France, l'islam, notre ami, notre allié. Sadiquna wa halifuna. Et il s'est mis à écrire après la Première Guerre mondiale. Il écrivait en moyenne un livre tous les 18 mois. Au début, il était édité par de très grandes maisons. Il a édité un gros livre qui s'appelle L'islam face aux impérialismes, ce qui considérait qu'il y avait l'impérialisme occidental, les puissances coloniales, Angleterre, France, mais il considérait l'Union soviétique comme un impérialisme, ce que les Chinois appelleront bien plus tard le social-impérialisme. Or, lui, dès 1924-25, il considérait que l'Union soviétique poserait des problèmes au monde arabe, à la Renaissance arabe, comparables à ceux des puissances hégémoniques coloniales. Et il a écrit surtout aussi l'islam sous le joug. Et à chaque fois, il mettait, à partir de ce livre, il s'est mis à publier à compte d'auteur, parce qu'il devenait de plus en plus militant, quand il voyait que la politique étrangère de la France n'allait pas dans le sens qu'il voulait, il devenait très dur, et les maisons d'édition ne voulaient plus le publier. Il s'est mis à publier à compte d'auteur. C'est lui qui payait, il distribuait.
Et à chaque fois, il mettait un sous-titre, la traduction du titre en arabe. L'islam sous le joug, il l'a traduit par Isti'badul Islam. Où ça c'était en 1925, 26, juste après l'inauguration de la mosquée de Paris, qu'il a durement critiqué, parce qu'on l'a fait inaugurer par le sultan du Maroc, qui était le protégé de la France, donc il n'était pas indépendant, et surtout Seqadou Ben Rabrit, le premier directeur. À chaque fois que les journalistes ou les hauts fonctionnaires lui demandaient une fatwa de commande qui servait de telle ou telle intrigue, il répondait oui. Donc c'était un béni-oui comme les béni-oui coloniaux algériens. Et à chaque fois, il dit il ne suffit pas que Seqadou Ben Rabrit opine du chef pour que tous les musulmans soient d'accord avec lui. Il dit nous savons que ce n'est pas quelqu'un d'indépendant. Et à la même période, Messali el-Hajj dénonçait une mosquée réclame. C'est qui sert aux mondanités, aux représentations, à la publicité. Et Genoug a eu le mérite de découvrir cette forme d'utilisation du religieux à des fins diplomatiques et politiciennes, dans la violation totale de la laïcité qui est censée séparer le politique du religieux. Et il continuait à écrire parce qu'il avait une fortune personnelle. Il avait une fortune parce que les hauts fonctionnaires en Indochine avaient la possibilité d'avoir des propriétés où ils produisaient du caoutchouc. Le caoutchouc à l'époque rapportait beaucoup. Donc il est rentré de Cochinchine, du Tonkin, avec une fortune personnelle qui lui servait à financer ses livres publiés à compte d'auteur. Alors un de ses livres s'appelait L'Islam et les Arabes face aux nouvelles croisades. Et lui, il est à l'origine de cette formule qui a été reprise en Orient par des militants nationalistes ou frères musulmans. Les frères musulmans vous parlent de Thalouf, la trinité qui menace l'islam. Alors, un, le colonialisme, deux, le communisme, que lui considérait comme un impérialisme, puisque vous avez des pays musulmans, le Kazakhstan, le Tadjikistan, qui ont été occupés, malgré les populations, par l'armée rouge. Et la propagande de Lénine disait on les a libérés, mais eux, quant au pèlerinage, ils disent non, on est primés autant que les indigènes d'Afrique du Nord. Et le troisième, c'est le sionisme. Il a mis en garde contre l'application de la déclaration Balfour de 1917 qui promettait un foyer national juif. Or, le foyer national juif, ça n'impliquait pas une structure étatique. C'est un lieu où les juifs peuvent être en sécurité, ils auraient pu avoir un statut communautaire. Or, après, ça a été interprété dans le sens d'un État, avec une armée, avec son agressivité, etc. Or, lui, il l'a mis en garde dès le début. Et c'est ce qui l'a amené à collaborer étroitement avec l'émir Shakib Arslan, qui s'est installé à Genève, à côté de la SDN, la Société des Nations, qui était l'ONU de l'époque, où il militait pour mettre en garde contre l'application de la déclaration Balfour dans le sens de structure étatique. Rassembler les Juifs pour qu'ils soient prémunis contre les pogroms, les musulmans n'ont absolument rien contre. Les Juifs sont des gens du livre qui ont été protégés par des califes musulmans, au même titre que les chrétiens. Mais de là à créer une structure étatique qui conduirait à chasser les habitants du pays, comme cela s'est produit en 1947, l'émir Shakib Arslan et Eugène Young mettaient en garde contre ce projet-là. Et donc ils considéraient le trio impérialisme, communisme, sionisme agressif. Et beaucoup de grands auteurs orientaux ont repris ça et ils ont
Ils ont pris ça chez Eugène Young, qui était très perspicace observateur, qui se tenait renseigné parce qu'il a pris l'habitude en Cochinchine d'avoir des dossiers, de faire des synthèses, de classer les problèmes. C'est pour ça que les Britanniques appréciaient tous ses écrits, ils les traduisaient très rapidement. Alors, ensuite, il a écrit sur l'islam et les musulmans en Afrique du Nord. Alors, quelques-uns de ses livres ont été réédités, notamment en Algérie. Et le dernier de ses livres s'appelle « L'islam se défend », qui avait comme à l'intérieur, ils n'ont pas mis la couverture de la première édition, il a mis en arabe « L'islam yudafi'u an nafsihi », comme il a mis استعباد الإسلام والإسلام والعرب ضد الحروب الصليبية الجديدة. C'est son livre le plus militant. Et donc il faisait le tour des nouvelles questions, il allait au-delà du travail de journaliste à l'époque, il polémiquait avec les journalistes un peu idéologues et qui ne rendait pas compte avec impartialité de ce qui se passait dans le monde musulman. Mais il avait cette caractéristique de publier dans chacun de ses livres les articles que proposaient des intellectuels musulmans aux grands journaux, comme Le Temps, à Paris, c'est l'ancêtre du Monde. Et quand Le Temps remercie et il dit votre texte est très bon, mais l'abondance des matières ne permet pas de le publier, les auteurs l'envoient à Eugène Young, qui le publie, et là, dans un livre comme celui-là, vous avez le tiers, il donne la parole aux musulmans qui étaient privés de parole. Et là, on retrouve évidemment les citations de l'émir Cheikh Barslan sur tous les sujets. Chaque fois qu'il y a un sujet soulevé par tel ou tel journal, actionné par une officine diplomatique quelconque, Eugène Young réagissait en disant il faut consulter l'émir Cheikh Barslan, qui connaît ces questions et il a la légitimité religieuse, c'est plus que Ben Abarit. Et notamment le problème du califat. Le problème du califat qui continuait à être soulevé même dans les années 30, parce qu'il y avait un premier projet en 1914 de l'UOT qui ne voulait pas que la France soutienne le shérif de la Mecque, l'anti-calife ottoman. Il a dit il faut introniser Moulay Youssef, le sultan marocain, comme calife occidental. Et l'UOT voulait refaire le califat omeyyade qui a unifié tout le Maghreb plus l'Andalousie. Or, l'UOT voulait étendre l'autorité de Moulay Youssef jusqu'à la frontière tuniso-libyenne. Et tout un projet qui sort au milieu du Ramadan dans un livre sur la manipulation de l'institution califale par les puissances coloniales durant la guerre mondiale. Or, ce même projet est relancé régulièrement et seul Eugène Young a été protesté régulièrement. Par exemple, ici, il y avait un journal qui s'appelait Le Matin, dans son édition du 24 août 1933, alors, en première colonne, première page, fait paraître l'article suivant. Depuis la chute de la monarchie ottomane, les musulmans attendent un calife. Ça, c'est le journaliste du Matin. Le sultan du Maroc réunit les conditions nécessaires pour obtenir la souveraineté pontificale. Lorsqu'en 1923, les Turcs abolirent la monarchie, ils renoncèrent en même temps au patrimoine spirituel
qu'il tenait d'un des plus glorieux conquérants. Après avoir soumis l'Égypte en 1517, leur sultan Salim Ier s'était en effet approprié la puissance sacerdotale du calife, après quoi il l'avait léguée à ses successeurs, entre les mains desquels elle est demeurée jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale. Salim Ier, c'est le fondateur de l'Empire ottoman. Il avait un émirat en Anatolie, mais après il a conquis la Mecque et Médine. Il s'est proclamé protecteur des lieux saints. C'est à partir de là qu'il s'est dit le continuateur des califes abbassides, qui s'étaient réfugiés en Égypte après la chute de Bagdad en 1258. Donc il y a un article bien très érudit, mais qui n'est pas de son signataire. Ça lui a été inspiré par une officine qui voulait relancer la candidature du sultan du Maroc au poste de calife. Alors, le journaliste s'appelait Robert Boz, qui était très connu à l'époque, et qui était conseiller municipal de Paris, donc c'était pas n'importe qui. Et là, l'émir Sheikh Basland répond à Eugène Young, qui soumet sa lettre aux journaux, il refuse de la publier, et lui, il la publie. Et donc, il fait le tour de la question, il rappelle toutes les tentatives des puissances coloniales, après la fin de la guerre, de nommer chacune un calife à elle, notamment le roi Fouad d'Égypte, qui était le protégé des Britanniques, a réuni un congrès musulman au Caire en 1925, et il voulait être calife. Mais ça n'a pas beaucoup marché, puisqu'il y avait des délégués qui ont dit non, il faut que le calife soit indépendant. Et le plus légitime, c'est l'émirat Abdelkrim qui combattait encore dans le Rif contre les deux armées espagnoles et françaises. En 25, donc à peu près un an avant sa reddition. Et donc vous verrez ça, tous ces textes-là sont réunis en une demi-douzaine de textes dans le livre qui sort d'ici 3 semaines. Alors ensuite, il publie quelque chose de très ironique d'un auteur anonyme algérien, assez instruit, qui a énuméré les 10 commandements du colonisé. Alors, c'est l'Algérie, 91. Ah, voilà. Donc ça, il reprend... Là, il reprend par contre un article qui a été publié dans La Voix indigène, du 20 juillet 1933. La Voix indigène était publiée en Algérie par un instituteur qui s'appelait El Fassi, qui était... tenait un discours politiquement correct. Il ne sortait pas du cadre... Il restait très poli, il réclamait l'égalité des droits, il ne réclamait pas l'indépendance comme Messali. Et donc cet auteur anonyme, Eugène Young, a trouvé qu'il avait beaucoup d'humour. Il a énuméré les 10 commandements du colonisé. Premier commandement, donc du colonisateur au colonisé, ton histoire tu renieras, la nôtre tu apprendras, mais dans notre famille, jamais tu n'entreras. Deuxième principe, nos beaux principes, liberté, égalité, fraternité à l'école, par cœur tu réciteras, mais à la vie pratique, jamais tu ne t'en réclameras. Troisième principe, dans les assemblées électives, inférieures tu resteras, du bonnet tu opineras, les intérêts tu ne défendras. Quatrième principe, du matin au soir, tu travailleras,
un salaire de famine tu toucheras, et à mon bon plaisir, sans récrimination, tu te soumettras. Cinquième principe, ta dignité d'homme, tu oublieras, la main qui te frappe, tu baiseras, ses bienfaits, nécessairement, tu loueras. Sixième principe, jamais en temps de paix, la mer tu ne traverseras, ni le moindre droit tu réclameras, sinon de pestiférés, d'agitateurs, d'anti-juifs, de nationalistes, de moscovites, on te traitera, et la brimade des chotans t'attendra. Chotan, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, très, très dur. Septième principe, sous le drapeau tu serviras 2 ans au lieu d'1 an, tu feras. Au champ du carnage, le premier tu iras, un traitement spécial tu plieras, et gare à toi si amélioration tu réclameras. Principe 8, si tu es affamé, déguenillé, sans abri, sans famille, ta main aux passants tu tendras, mais aucun gémissement, aucune plainte tu ne pousseras, et vive la civilisation tu crieras. Principe 9, le marabout, l'imam, le mufti, ce cher et dévoué clergé tu adoreras, leurs amulettes tu achèteras, le pont de leur burnous tu baiseras, à leur enseignement anesthésique tu te courberas, leur sainte baraka tu réclameras, sinon leur malédiction, qui est la mienne, sur toi tombera. Principe 10 et dernier, la bonté de M. Mirante et de ses satellites tu chanteras, la commission interministérielle Cardo Khalifa Djelloul tu glorifieras, à Morino, qui de musulman français te traitera, une statue tu érigeras. Si tu désobéis ou fais preuve d'indépendance, pour le gouverneur des pouvoirs forts, on réclamera, et internement tu subiras. Alors Mirante, c'était le directeur des affaires indigènes, très répressif au gouvernement général d'Alger. Et la commission interministérielle, il y avait une commission interministérielle des affaires musulmanes. C'était des professeurs, des juristes, on soumet un projet, ils donnent un avis comme le Conseil d'État. Alors Card, c'était un gouverneur très répressif aussi, du temps de Mirante. Et Khalifa Djelloul, c'était un Bachaga du Sud, qui était un des Bénigouris. Donc, il accole le Card à Khalifa Djelloul. Et ce genre de courrier n'avait aucune chance d'être publié dans la presse parisienne à cause de la fameuse abondance des matières. Mais Génion voulait à chaque fois donner la parole aux musulmans. Et il a donné la parole aussi à quelqu'un qui deviendra célèbre par la suite, c'est Farhat Abbas. Farhat Abbas n'était pas connu en 1933, mais il a publié un article remarqué après ce qu'on appelait la circulaire Michel de février 1933, où les ulama ont été interdits de faire des prêches dans les mosquées d'Alger. Ça, c'était après le succès de Cheikh Taïb El-Oqbi au Cercle du Progrès, Nadi Taraqi. Et comme il faisait des prêches dans la mosquée de la pêcherie, on lui a interdit. Et le fameux Michel était secrétaire général de la préfecture, chargé des cultes et de la police. Ça allait ensemble. Alors il a créé un conseil consultatif du culte musulman pour appliquer sa circulaire, et il s'est autoproclamé président de ce conseil, alors qu'il n'était pas musulman. Donc les affaires du culte musulman, le premier pilier de l'islam, le plus important, était tributaire d'un haut fonctionnaire répressif non musulman. Alors là, Farhat Abbas, qui était très francisé, réclamait l'égalité des droits,
Il a écrit un article reproduit in extenso par Jung. Si j'ai bonne mémoire, on m'a répété dès l'école primaire que l'islam en Algérie n'était que la caricature de l'islam véritable et qu'en particulier le culte des marabouts et des saints n'était qu'une imbécilité digne du Moyen-Âge, incompatible avec notre âge moderne. Ce n'est pas le Cheikh Taïb El-Oukbi qui m'a enseigné cela, je le tiens de mon camarade français et de ses parents, de mes maîtres, des livres et revues imprimés non par des wahhabites, mais par des Français bien pensants. Je le tiens également des agents officiels d'administration, et ma foi, avec tous les hommes de ma génération, nous sommes arrivés à le croire. Les pratiques religieuses en Algérie, ou si vous voulez mieux, les gestes intérieurs et extérieurs de la foi, ne nous satisfont plus. On ne peut s'étendre ici sur ce grand problème. Voilà, c'est illisible. Il faut le dire que nous traversons la plus grande crise morale que les peuples aient connue. Le sens moral, c'est la notion de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, disparaît devant l'ivrognerie, la prostitution, l'usure, le vol, le mensonge, et leur mère à tous l'ignorance et la misère. Et pour y remédier, des écoles coraniques aux méthodes archaïques qui font figure dans les villes modernes d'écoles préhistoriques, les zaouïas et les marabouts ne sont plus à la hauteur de leur tâche. Ces derniers abandonnent l'éducation du peuple pour des mandats électifs plus rémunérateurs. Tous veulent être décorés, tous veulent faire de la politique, malgré la sacro-sainte laïcité qui sépare le politique du religieux. Dans ces conditions, il nous était permis de songer à une éducation religieuse moins archaïque. Des hommes de bonne volonté se sont groupés et ainsi s'est formée la société des ulama, Jamaït l'ulama, incriminée par la circulaire préfectorale et dont le Cheikh El-Oukbi est un éminent représentant. Cette association ne vise aucun but politique, contrairement aux marabouts. Nous pouvons l'affirmer puisque nous avons assisté à différentes conférences et à différents prêches. Jamais la souveraineté de la France n'a été mise en cause. Les sujets traités, le Coran et l'alcoolisme, le Coran et la femme, le Coran et le prêt à intérêt, la prière dans l'islam, etc. Que des thèmes purement religieux. Les membres de l'association ne s'écartant pas du culte et de son interprétation, nous pouvions espérer d'être débarrassés à brève échéance de ces deux plaies sociales, le fanatisme et le maraboutisme. Or, par un revirement incompréhensible, l'administration préfectorale, adorant ce qu'elle a brûlé hier, vient aujourd'hui nous tenir à peu près ce langage. Il n'y a rien de tel que le culte des musulmans, des marabouts et des coutumes séculaires. C'est le stade immuable de l'islam en Algérie. Il y va de la quiétude de quelques potentats et votre religion doit avoir, à l'exemple du catholicisme, son clergé pour guider vos âmes sur la seule voie du salut. Nous protestons énergiquement contre cette atteinte à la liberté du culte, à la liberté de conscience. Seuls les musulmans sont qualifiés pour départager les marabouts et les ulamas, et tous sont pour les ulamas contre les marabouts. Les mosquées appartiennent à Dieu et doivent rester ouvertes à chacun d'eux. L'islam appartient aux musulmans. C'est la seule chose d'ailleurs qui leur reste en Algérie. Allusion aux confiscations, aux expropriations, etc. La préfecture ne s'immisce pas dans les affaires de l'église et de la synagogue. Pourquoi le ferait-elle dans celle de la mosquée? En matière de foi, c'est un peu comme dans l'armée. On aime avoir pour chef des hommes de réelle valeur. C'est l'unique mérite de Cheikh Bembadis et du Cheikh Taïb El-Oukbi. Il ne nous est plus possible de choisir, s'il ne nous est plus possible de choisir nos directeurs de conscience, nous n'avons plus qu'à fermer les mosquées. L'affaire, je le répète, est très grave. Par son arrêté, Monsieur le Préfet ouvre la porte à toutes les violations, à tous les abus. Il importe
que l'on nous garantisse la liberté de demander à de véritables savants une véritable éducation religieuse. La parole est à nos élus ou des démarches tangibles ou la démission. Donc voilà, Farhat Abbas qui était très francophone, francophile, etc. Et quand on s'attaque au noyau dur de la foi musulmane, il réagit, on l'aurait traité de radical aujourd'hui, si quelqu'un qui parle sur ce ton-là. Mais malgré le système colonial qui devenait policier de temps en temps, il y avait quand même une liberté de parole. Et on ne l'a pas inquiété pour un article aussi dur. Et donc, tout le militantisme de Eugène Young servait à donner la parole à tous les musulmans pour on n'ait plus d'intermédiaires qui parlent en leur nom. Et évidemment, il contestait les faux représentants, qui étaient les marabouts, qui étaient religieux, mais on leur permettait de se présenter aux élections, le conseil municipal, etc., ce qui était contraire à la laïcité. Et donc, c'est le dernier livre de Young qui a dû mourir, tomber malade juste après ce livre, écrit en 1934. Il est mort en 1936. C'est quelqu'un qui habitait le quartier chic du 16e arrondissement, l'avenue Malakoff, où il avait un grand appartement, mais au fur et à mesure qu'il dépensait sa fortune pour défendre l'alliance franco-musulmane, il a dû quitter son appartement, sans doute le vendre, pour habiter au dernier étage dans une chambre de bonne. Et des fois, il n'avait pas de quoi payer l'électricité. Donc voilà quelqu'un qui a dépensé sa fortune pour les musulmans et les arabes. C'est sensiblement différent des actuels amis, entre guillemets, des arabes, dont l'amitié dépend beaucoup du prix du baril de pétrole. Donc, quand le pétrole est cher, les arabes ont beaucoup d'amis. Quand il chute, il y en a infiniment moins. Or, lui, c'est l'inverse. Il a dépensé sa fortune pour une cause noble. Et il était... alors, il y avait les étudiants. Il était lu en Algérie. Ses livres étaient interdits au Maroc. Et l'association des étudiants musulmans nord-africains en France, donc basée à Paris, a pu le retrouver, mais dans cette chambre de bonne, où eux, ils ont été l'assuré de leur soutien moral, étaient très contents qu'il l'ait recherché, qu'ils aient trouvé son adresse, mais ils ne pouvaient absolument rien pour lui. Et lui, il les a encouragés à maintenir donc cette flamme. Et donc il disparaît, je crois même qu'il est, d'après Malek Ben Nabi, il est enterré dans une fosse commune. Voilà quelqu'un qui a atteint le sommet de la pyramide administrative en Cochinchine et qui finit dans ces conditions. Donc défendre les Arabes et l'islam, c'était très risqué et lui, il a assumé ces risques. Et après, il n'avait plus des gens comme Mahmoud Salem, il disparaît. Mahmoud Salem, on retrouve son nom sur une liste d'invités de la mosquée de Paris en juillet 1947, quand le président de la République est venu passer l'Aïd el-Kébir avec les musulmans. Donc il était encore à Paris depuis 1907, mais il était en retrait. Ils étaient dépassés, mais ils ont cru à un idéal, c'est-à-dire convaincre l'opinion française qu'il faut réformer le système colonial, d'avoir une politique islamo-juste. Et quand ils ont vu le vent souffler dans le sens contraire, ils se sont retirés et ils attendaient des jours meilleurs. Mais Eugène Young a été pour eux un très grand stimulant, un grand défenseur, et il leur faisait plaisir à chaque fois qu'il publiait de très bons articles, publiables dans la presse parisienne, mais censurés. Et lui, jusqu'au bout, il disait
quand il s'agit d'islam, il faut consulter l'émir Shakib Arslan. Shakib Arslan qui était installé à Genève, qui avait une culture religieuse étendue, qui avait fait partie du Parlement ottoman, représentait le chouf libanais en 1909. Et Eugène Young, quand il était très actif, il a convaincu le ministre des Affaires étrangères de dialoguer, d'avoir comme interlocuteur, comme vis-à-vis, l'émir Shakib Arslan, qui devait créer un exécutif musulman en Europe. Et qui avait la légitimité pour négocier avec les puissances occidentales de tout ce qui relève de l'islam. Mais ce ministre qui a accepté ça a été changé et remplacé par quelqu'un de pas islamo-juste du tout, peut-être même islamophone. Donc c'était un homme d'initiative qui disait il faut créer un journal, il faut créer une banque à Paris pour financer les projets, plein de projets. Mais malheureusement, les étudiants de l'AMNAF s'orientaient vers le soutien au nationalisme, ils se rapprochaient de l'étoile nord-africaine. Et Eugène Young voulait qu'il y ait des voix françaises qui éviteraient aux jeunes intellectuels musulmans d'aller dans les partis qui étaient considérés comme radicaux à l'époque. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas réussi. Mais maintenant, le temps a passé, c'est aux ex-colonisés de rendre hommage et de faire revivre donc, le souvenir de Eugène Young, qui n'a pas son équivalent. On connaît très peu de musulmans qui aient dépensé leur fortune pour une cause, sauf les gens qui créaient un habous pour financer une école, une mosquée, il n'y en a plus. Et donc pour rafraîchir les mémoires et rappeler ce que la véritable amitié avec les musulmans, il faut citer comme modèle ce Eugène Young, en essayant d'acquérir ses ouvrages. Moi j'en ai édité 2 sous un titre unique, l'islam, notre ami, notre allié. C'est l'islam sous le joug de 1926 et l'islam et les Arabes face aux nouvelles croisades de 1931 en un seul volume. Et puis celui-là, qui a été réédité à Alger il y a une dizaine d'années, c'est le dernier livre avec une très longue présentation qui doit être sur Internet, j'imagine. Donc voilà comment s'est terminée cette phase de coopération entre des musulmans francophiles et des Français arabophiles et islamophiles, ou au moins islamo-justes. Après, on va avoir un creux. Donc, on a l'augmentation sensible de l'immigration ouvrière, et les intellectuels joueront un rôle très très négligeable. Et mais pendant cette période de creux, il y a eu l'ouverture des nadis par l'association des ulama à Paris, que Farhat Abbas défend dans son article. En 1936, quand le Front populaire a gagné les élections, ça a beaucoup enthousiasmé les musulmans. On croyait que la coalition de gauche allait accorder des droits. Et on a créé à Alger le Congrès musulman algérien. Et on a désigné une délégation qui a été présidée par le Cheikh Bembadis. Et ils sont venus, ils ont été reçus par Léon Blum. Et ils voulaient l'adoption du projet Blum-Violette. Parce que Violette était un gouverneur en Algérie entre 1925 et 1927. Et il proposait de donner le droit à l'éligibilité à une catégorie de musulmans qui ont été dans l'armée française, qui ont appris le français,
ce qu'on appelait les évolués, entre guillemets. Mais en ne les obligeant pas à rompre avec le statut personnel. Ce qu'on appelait la citoyenneté dans le statut. On a appelé ça le projet Blum-Violette parce que Blum a donné du bout des lèvres son accord, mais il n'a rien fait pour que la majorité de gauche fasse voter ce projet. Et ça a été une des grandes occasions manquées. Et sans doute parce qu'il a senti que la mission du Congrès musulman algérien n'a pas réussi à la suite d'un accueil très courtois par Léon Blum à Matignon. Ben Badis, avant de repartir, il a désigné comme représentant des ulama en France le Cheikh al-Fodil al-Warthilani, il est des Beni Warthilan en Kabylie, qui avait été son élève à Constantine et qui avait immigré ici. Et donc le Cheikh al-Fodil a pu avoir une activité très très intéressante et concluante. Il a ouvert en 2 ans et demi entre 20 et 30 nadis. Un nadi, c'était un local qu'on louait ou qu'on achetait avec seulement les cotisations des travailleurs. Et on a une salle de conférence, une salle de prière et des cours en arabe et en français. Alors que les établissements des ulama en Algérie n'enseignaient que l'arabe classique. En France, ils ont dit, un musulman qui vit en France doit apprendre le français, mais l'arabe en même temps. Et ces nadis ont eu un grand succès, vous savez, des arabisants non musulmans qui les soutenaient, des personnalités de gauche, des notables qui étaient dans le comité d'honneur. Quelqu'un comme Blacher, Maxime Rodinson, etc., allaient aux réunions. Rodinson lui-même, qui avait 22 ou 21 ans à l'époque, deviendra un grand orientaliste après, a donné des cours de français aux travailleurs algériens dans les nadis qui étaient à la rue Bisson à Belleville. Et le siège de l'association des ulama était à Saint-Denis, dont on connaît le nom de la rue. Et à partir de cet état-major, ils ont essaimé dans toutes les grandes villes où il y avait une forte concentration de travailleurs. C'est dans le nord, à Lyon, à Marseille, à Saint-Étienne. Et c'était exactement les villes où on a créé une antenne de la police spéciale pour travailleurs immigrés, le service des affaires indigènes pour nord-africains. Et donc le Cheikh al-Fodil, qui était un grand diplomate, a pu être convaincant avec tous les... il allait voir les municipalités sans aucune timidité, aucun complexe. Et on n'enseignait que l'arabe, mais malgré ça, l'administration a pris peur. Le succès des nadis de ulama a inquiété. Le gouvernement de l'époque a consulté Charles-André Julien, qui était à la tête du Haut Comité méditerranéen. Parce que la gauche, à partir de 1936, a dissous la Commission interministérielle des affaires musulmanes. Ils ont dit qu'il ne faut pas parler des musulmans, parce qu'on est laïque, il faut aucune référence à la confession. Ils l'ont remplacé par le Haut Comité méditerranéen. Donc, au lieu que ce soit confessionnel, c'est devenu géographique, la Méditerranée, le Sud. Or, Charles-André Julien, qui deviendra un anticolonialiste engagé après la fin de la Deuxième Guerre, il a fait un rapport très sécuritaire où il a dit il ne faut pas réprimer, mais il faut que la rue Lecomte, c'est la police spéciale qui était dans le 17e arrondissement, contrôle de près l'action des ulama. Il les a même soupçonnés d'utiliser le prétexte de l'arabe, de l'alphabétisation, pour cacher des dessins politiques dangereux pour l'ordre colonial. Il changera d'avis après, il dira beaucoup de bien des ulama dans son livre L'Afrique du Nord en marche de 52, mais en 37-38, il était très colonial.
Or, le Cheikh Al-Fodil, il savait qu'il était suivi de près par la rue Lecomte. Donc, à l'approche de la guerre, surtout à l'approche de la guerre, on voulait savoir ce que pensaient les travailleurs immigrés. Ce qu'ils sont pour l'Allemagne, ce qu'ils fomentent, préparent une insurrection. Et Cheikh Al-Fodil, quand il a senti l'étau se retirer sur lui, il décide de quitter la France en laissant à sa place des responsables à la tête de la vingtaine ou plus de nadis répartis là dans les villes où il y avait beaucoup d'immigrés. Et il part à l'université de l'Azhar où il s'inscrit pour obtenir le top niveau de l'Azhar, c'est l'Alimiya, on appelle. L'Alimiya, c'est l'équivalent de Bac plus 5 ou 6. Parce qu'il avait le diplôme de chez Sherpadis, puis il a étudié à la Zitouna, on donne le tatoué, l'ijaza, c'est l'équivalent d'une licence, mais il obtient un diplôme qui était l'équivalent d'un Master 2 dans le système d'aujourd'hui. Et là, il s'installe pour de bon et il ouvre une ligne de transport qui allait du Caire à Gaza. Gaza dépendait de l'Égypte avant d'être occupé par Israël par la suite. Et donc il gagnait sa vie c'est lui-même qui finançait les activités d'autres groupements au Caire. Et il a préparé donc l'arrivée du Cheikh Béchir l'Ibrahimi en Orient quand il a quitté définitivement l'Algérie après avoir désespéré d'obtenir l'application loyale de la loi de 1905 à l'islam en Algérie. Donc voilà quelqu'un qui ne s'occupait que de religion et de l'enseignement de l'arabe. L'enseignement de l'arabe était considéré comme un danger par le système colonial, même s'il n'avait aucun contenu religieux, parce qu'il y avait un assimilationnisme qui voulait éloigner les indigènes de la langue arabe. Et surtout la langue arabe qui permet de lire les revues orientales, très politisées. Et donc le Cheikh Fodil était sur cette ligne très moderne, un peu comme Mahmoud Salem bien avant, même s'ils n'ont pas entendu parler l'un de l'autre. Et le Cheikh Fodil était même jusqu'à demander une fatwa au Cheikh Taïb al-Uqbi, qui avait beaucoup de succès au Cercle du Progrès à Alger, et Cheikh al-Uqbi qui était contre la naturalisation en Algérie, qui supposait la rupture avec le statut personnel. Alors Cheikh al-Uqbi a dit « Les enfants d'immigrés nés en France peuvent être français, tout court, sans statut personnel. » Ce qui était une grande... c'est considéré comme une bid'a. Et c'est l'équivalent de la fatwa de Mahmoud Salem 20 ans avant, quand il a voulu être complaisant avec la France pour dire que le djihad était obligatoire pour défendre les territoires islamisés du temps du prophète et du temps des 4 premiers califes. Donc ce qui excluait le Maghreb, parce qu'il n'a été islamisé que du temps des Omeyyades. C'est une manière de dire le djihad est obligatoire contre les Anglais, mais pas contre nos amis français. Le Cheikh al-Uqbi a donné cette fatwa dans le même sens, qui devrait intéresser les organisateurs de l'islam aujourd'hui. Vous savez, toutes sortes de colloques, de numéros spéciaux, peut-on être français et musulman, avec 3 ou 4 points d'interrogation, comme si c'était insoluble. Le Cheikh al-Uqbi, qui était très rigoriste là, pour défendre l'arabe et l'islam, il a dit ceux qui naissent en France, ils passent par l'école française. La laïcité en France n'est pas un danger pour la foi. Ils peuvent avoir la nationalité. Et tous les gens qui font les colloques sur fiqh al-aqliyat, tous ces bavardages inutiles qui servent à obtenir des subventions. Il n'y a pas de fiqh al-aqliyat en fait. Ils ignorent cette fatwa obtenue par le Cheikh al-Fodil de Cheikh al-Uqbi.
Et il faut la faire connaître maintenant pour sortir un peu de cette confusion, agitation qui trouble le musulman qui n'est pas suffisamment informé. Et donc ça continue comme ça. L'immigration ouvrière, on ne l'a pas laissée livrer elle-même. On a créé ces nadis pour l'encadrer, l'orienter autant que faire se peut. Et dès cette époque, on a eu le souci du devenir des enfants donc nés en France. Charles Al-Kourbi considérait que c'est une chance pour un fils d'immigré de naître dans la banlieue parisienne où il y a un système scolaire beaucoup plus performant que celui d'Alger. Tout le monde voulait former une élite à partir de l'école française. Mais ils ont fait des concessions pour permettre de cette promotion en France métropolitaine et qui était presque impossible dans le système colonial. Mais l'essentiel, c'était de défendre la foi musulmane qui n'est pas nécessairement la charia, puisque quelqu'un qui a le statut intégral, il est régi par la loi civile, pas par la loi religieuse. Et le Charles Al-Kourbi, qui est considéré comme néo-wahhabite, a donné cette fatwa. On l'oublie. Il faut l'exhumer, la commenter, les haythiyat, pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est une bid'a ou c'est une fatwa acceptable? Les autres ulama ne lui ont pas reproché, ni le Cheikh al-Bachir, ni le Cheikh Ben Baptiste. Alors, il y a eu l'interruption de la guerre mondiale, mais les nadis ont été relancés après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Cheikh Al-Fodil a décidé de ne plus revenir, mais l'association des ulama a dépêché d'autres délégués. On a failli nommer Malik Ben Nabi, donc délégué des ulama ici, mais ça ne s'est pas fait. On a préféré nommer Abdelrahman Li'alawi, c'est-à-dire qui vient des Bani Ya'la. Et on choisissait, parce que l'immigration était majoritairement kabyle, donc on désignait quelqu'un qui parlait kabyle. C'est le réalisme de Ben Badis et de Cheikh al-Bachir d'Ibrahim. Et les ulama ont marqué leur intérêt pour l'immigration. Durant l'automne 1950, vous avez les deux grands ulama, le Cheikh Bachir Ibrahimi et le Cheikh al-Arbi Tbissi, qui sont venus passer 2 mois et demi à 3 mois à Paris, d'octobre à décembre. Et ils réunissaient jusqu'à 2000 travailleurs dans la maison des syndicats qui est dans le 19e arrondissement, où le Cheikh al-Bachir et le Cheikh al-Arbi parlaient en arabe, mais on amenait un traducteur en kabyle. Parce que vous avez des travailleurs qui venaient de la montagne sans passer par Bougie ou sans jamais avoir vécu dans une grande ville. Ils ne parlaient que kabyle. Ils commençaient à baragouiner en français, donc les ulama prévoyaient un traducteur. Et ils étaient accompagnés par Ahmed Boumanjel, qui était élu au Conseil de la République à l'époque, c'est l'équivalent du Sénat, ou à l'Assemblée de l'Union française à Versailles. Boumanjel était avec eux à la tribune, et c'est lui qui amenait le traducteur de l'arabe en kabyle. Et Boumanjel, qui ne parlait pas un seul mot d'arabe, il faisait voter une motion à la fin de la réunion, où les congressistes demandaient aux autorités françaises de favoriser l'ouverture d'écoles arabes pour les enfants de l'immigration. Et même, ils demandaient le financement. Donc voilà, Boumanjel était un laïc, qui était avec Farhat Abbas, mais vous savez, ces causes-là qui les réunissaient, il y avait une concertation pour faire des revendications qui étaient embarrassantes pour les pouvoirs en place, mais qui restaient dans le cadre légal. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Les cours d'arabe, il y avait une école orientaliste, Massignan, Blacher, Godefroy de Bombines, qui défendaient l'enseignement de l'arabe. Donc ce n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire, et malgré ça, ça n'a jamais été satisfait.
Et donc tout ça nous amène jusqu'en 1952. On a cet intermède là dû à l'augmentation régulière de l'immigration ouvrière. En 1952, on a un centre culturel islamique qui a été fondé par un groupe de très grands intellectuels musulmans, parmi lesquels Mohamed Hamidullah, qui est très connu. Il y a un de ses livres, sa thèse de 1935 vient d'être réédité il y a moins d'un mois. Vous pouvez l'acquérir. Et donc, c'est une petite structure, mais qui réunissait des musulmans venus de pays différents, pas seulement le monde arabe, encore moins le Maghreb. Il y avait pratiquement pas de Maghrébins parmi eux. Donc il y avait Haïdar Bamad, qui était le plus âgé, né en 1890. Haïdar Bamad venait du Caucase du Nord, l'actuelle Tchétchénie et le Daghestan, qui avait proclamé une république du Caucase du Nord pour résister au communisme après la révolution bolchevique d'octobre 1917. Et donc il a résisté jusqu'en 1921, où il a même infligé des défaites à l'Armée rouge, mais l'Armée rouge a eu recours à des ruses qui ont conduit à sa défaite, et il s'est établi en France, où naît son fils aîné, Najmuddin Bamad, en 1922. Et Najmuddin Bamad faisait partie du centre culturel islamique. En 1952, il avait 30 ans. Et il était déjà un des brillants dirigeants de l'UNESCO après avoir été ambassadeur de l'Afghanistan à l'ONU. Parce que Haïdar Bamad était apatride. Il était même persécuté par les bolcheviks quand il s'est installé ici. Et c'est le roi d'Afghanistan qui lui décerne la nationalité afghane et le nomme chargé d'affaires de l'Afghanistan en Suisse et en France. Et quand son fils fera de très bonnes études, il a été nommé pendant très peu de temps ambassadeur de l'Afghanistan, alors qu'il n'est pas afghan, il est du Daghestan, il est parisien. Il a été nommé ambassadeur à l'ONU pendant très peu de temps, moins d'1 an, jusqu'à la partition de l'Inde, où on a créé le Pakistan. Le Pakistan pose sa candidature pour être reconnu à l'ONU. Et l'Afghanistan était contre la création du Pakistan. Il donne l'ordre à Haïdar Bamad de voter contre. Or, la veille du vote, Najmuddin Bamad reçoit un télégramme de son père de Paris. Haïdar lui dit « Mieux vaut démissionner que de s'opposer à la création d'un nouvel État musulman. » Et lui, à ce moment-là, il avait 25 ans, il obéissait à son père. Et c'est après qu'il a été recruté à l'UNESCO, où il fera toute sa carrière. Il était un brillant conférencier, il connaissait une quinzaine de langues. Et donc il y avait ensuite Hamidullah. Hamidullah était un musulman de Hyderabad, de l'Inde. Il y avait un émirat sunnite, solidaire de l'Empire ottoman, qui a créé une université, l'Othmaniya, en 1909, en hommage aux Ottomans, Al-Othman. Et Hamidullah était un des premiers diplômés de cette université qui qui avait des matières traditionnelles et des matières modernes. Et il a été assistant pendant peu de temps, très très jeune, à Hyderabad, à 21 ans. Mais il part faire des études en Allemagne, à Bonn, où il a soutenu une première thèse sur le principe de neutralité dans le droit international musulman classique. Hamidullah a montré que les musulmans, dès le début,
avait autonomisé les études de droit international. Et l'un des grands auteurs, c'était l'imam Mohammed Shaybani, donc élève de l'imam Malik et de Abu Hanifa. Il s'est spécialisé dans le droit international. Ensuite, en 1932, il vient à Paris, où il soutient en très peu de temps, à peu près 2 ans, une thèse sur les documents de la diplomatie musulmane du temps du prophète et des califes orthodoxes. Il la soutient en 1935. Et il essaie de faire une 3e thèse en Angleterre, parce qu'il est arrivé avec des valises de manuscrits de Hyderabad que les orientalistes ne connaissaient pas. Donc, en travaillant rapidement, le fait de faire connaître des manuscrits inconnus à des orientalistes, il le faisait soutenir. Mais sa 3e tentative a buté sur une clause concernant les natives, c'est-à-dire les colonisés de l'Inde qui dépendaient de l'Empire britannique, devaient attendre 3 ans, pas moins de 3 ans avant de soutenir. Donc il a trouvé ce temps trop long, mais il a été au British Museum où il a découvert des manuscrits qu'on croyait perdus. Il est rentré avec des paquets de manuscrits qu'il a fait éditer. Il a attiré l'attention de tous les grands orientalistes, allemands, russes, français, qui l'ont admiré ici, Massignon, Godefroy de Montbine. Et il est resté, donc il est devenu professeur à la Othmania et correspondant de la revue des études islamiques dirigée par Massignon, où il rendait compte de tout ce qui se passait comme recherche, enseignement sur l'islam en Inde. Jusqu'à la partition de l'Inde, en 1947, il a été chargé par l'émirat de Hyderabad d'aller plaider la cause de Hyderabad à l'ONU, mais il n'a pas été écouté. Et au lieu de rentrer en Inde, il est rentré à Paris. Il n'a pas supporté la partition. Il est resté à Paris, où lui, Massignon voulait créer, parce qu'il est venu avec un manuscrit sur la vie du prophète. Résultat de vingtaine d'années de recherche dans toutes les bibliothèques. Il a été en Algérie en 1939 à la recherche de manuscrits. Et il a été à Sanaa, au Yémen, où un qadi est venu de la montagne à Dodan pour lui ramener un manuscrit inconnu, etc. Et il était équipé avec un lecteur de microfiche. Et lui, il voulait montrer qu'on pouvait avoir une connaissance très précise du premier État musulman qui était un État de droit, avec une administration, une diplomatie, une justice. Et c'est ce qui suscitait l'admiration des orientalistes comme Massignon, qui voulaient lui créer à la Sorbonne une chaire sur l'étude de la sira du prophète. Or, Massignon n'était plus influent, mais il l'a fait recruter au CNRS. Et la même année, il est recruté par l'université d'Istanbul, où il passait un semestre par an. Et dans les archives du CNRS, on trouve une lettre qui a beaucoup étonné le directeur du CNRS. La première année où il est parti à Istanbul, il lui a dit « Je vous demande de cesser le versement de mon traitement pendant toute la durée de mon séjour à l'université d'Istanbul où je suis rémunéré. Je ne veux pas avoir de rémunération. » Alors tous les directeurs de recherche au CNRS font des heures secrètement, ils enseignent secrètement, ils ne déclarent jamais. Et le directeur du CNRS a dit « Ce type n'est pas comme les autres, mais il a agi en bon musulman, droit, qui ne voulait pas de cumul. » Et il était la cheville ouvrière du Centre culturel islamique, donc avec Madame Eva de Vitré-Mirovic, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était employée au CNRS et qui s'est convertie à l'islam. C'est une famille catholique, d'aristocrates de Vitré. Et quand elle a elle a traduit de l'anglais le livre de Mohammed Iqbal, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. C'est un livre qui a suscité son admiration et elle a dit il y a une très forte personnalité derrière ce livre
Et c'est un très bon musulman, un mystique musulman, donc la foi musulmane n'est pas si mauvaise qu'on ne le dit. Et elle se met à interroger Louis Massignon, qui a vu qu'elle était attirée par l'islam. Massignon l'envoie chez son ami qui était évêque à Strasbourg, et elle l'a mitraillé de questions, et quand l'évêque a vu qu'elle voulait se convertir, il lui a dit « Madame, si vous voulez changer de religion, devenez protestante, ne devenez surtout pas musulmane. » Et elle a choisi de devenir musulmane, où elle a fini grande spécialiste de Jalal al-Din Rumi, dont elle a traduit une bonne partie du Mathnawi, c'est les vers mystiques de Rumi. Voilà, on vous parlera des autres, je crois qu'on a dépassé un peu. Et le Centre culturel islamique, ça nous rapproche d'aujourd'hui, donc il restera 3 ou 4, on en parlera la prochaine fois. Alors l'éditeur m'a donné ce qu'il vient de publier récemment, c'est la traduction de Dr al-Fakhira, Ulum al-Akhira de Ghazali, la perle précieuse sur la science de l'au-delà, et un livre sur l'islam et la démocratie de Malik Ben Nabi, dont on parlera par la suite, parce que Malik Ben Nabi fréquentait le centre culturel islamique de Seconde. Donc si ça vous intéresse, on a un petit nombre d'exemplaires.